Elle passa tout le jour des fiançailles chez elle à se parer, pour se trouver le soir au bal et au festin royal qui se faisait au Louvre. Lorsqu'elle arriva, l'on admira sa beauté et sa parure. Le bal commença et, comme elle dansait avec M. de Guise, il se fit un assez grand bruit vers la porte de la salle, comme de quelqu'un qui entrait et à qui on faisait place. Madame de Clèves acheva de danser, et pendant qu'elle cherchait des yeux quelqu'un qu'elle avait dessein de prendre, le roi lui cria de prendre celui qui arrivait. Elle se tourna et vit un homme qu'elle crut d'abord ne pouvoir être que M. de Nemours, qui passait par-dessus quelques sièges pour arriver où l'on dansait. Ce prince était fait d'une sorte qu'il était difficile de n'être pas surprise de le voir quand on ne l'avait jamais vu, surtout ce soir-là, où le soin qu'il avait pris de se parer augmentait encore l'air brillant qui était dans sa personne. Mais il était difficile aussi de voir Madame de Clèves pour la première fois sans avoir un grand étonnement. Donc c'est la fameuse rencontre au bal. Il arrive, le roi lui dit de prendre le personnage qui arrive et donc ils vont danser ensemble, sachant qu'ils sont tous les deux atrocement beaux. Monsieur de Nemours fut tellement surpris de sa beauté que lorsqu'il fut proche d'elle et qu'elle lui fit la révérence, il ne put s'empêcher de donner des marques de son admiration. Quand ils commencèrent à danser, il s'éleva dans la salle un murmure de louanges. Le roi et les reines se souvinrent qu'ils ne s'étaient jamais vus, et trouvèrent quelque chose de singulier, c'est-à-dire de très bizarre en quelque sorte, de les voir danser ensemble sans se connaître. Ils les appelèrent quand ils eurent fini, sans leur donner le loisir de parler à personne, et leur demandèrent s'ils n'avaient pas bien envie de savoir qui ils étaient, et s'ils ne s'en doutaient point. « Pour moi, madame, dit M. de Nemours, je n'ai pas d'incertitude, mais comme Madame de Clèves n'a pas les mêmes raisons pour deviner qui je suis que celles que j'ai pour la reconnaître, je voudrais bien que votre majesté eût la bonté de lui apprendre mon nom. »« Je crois, dit Madame la dauphine, qu'elle le sait aussi bien que vous savez le sien. »« Je vous assure, madame, reprit Madame de Clèves, qui paraissait un peu embarrassée, que je ne devine pas si bien que vous pensez. »« Vous devinez fort bien, répondit Madame la dauphine. Et il y a même quelque chose d'obligeant pour M. de Nemours à ne vouloir pas avouer que vous le connaissez sans jamais l'avoir vu. » La reine les interrompit pour faire continuer le bal. M. de Nemours prit la reine dauphine. Cette princesse était d'une parfaite beauté et avait paru telle aux yeux de M. de Nemours avant qu'il allât en Flandre. Mais de tout le soir, il ne put admirer que Madame de Clèves. Donc ça y est, M. de Nemours est amoureux. Le chevalier de Guise, qu'il adorait toujours, était à ses pieds. Et ce qui se venait de passer lui avait donné une douleur sensible. Sensible, c'est-à-dire une grande douleur. Il le prit comme un présage que la fortune destinait M. de Nemours à être amoureux de Madame de Clèves. Et, soit qu'en effet il eût paru quelque trouble sur son visage, ou que la jalousie fit voir au chevalier de Guise au-delà de la vérité, il crut qu'elle avait été touchée de la vue de ce prince, et il ne put s'empêcher de lui dire que M. de Nemours était bien heureux de commencer à être connu d'elle par une aventure qui avait quelque chose de galant et d'extraordinaire. Donc le chevalier de Guise a vu que Madame de Clèves n'est pas indifférente à M. de Nemours, il lui en fait la remarque, et c'est toujours lui qui aura une sorte de clairvoyance sur leur relation. Madame de Clèves revint chez elle l'esprit si rempli de ce qui s'était passé au bal que, quoiqu'il fût fort tard, elle alla dans la chambre de sa mère pour lui en rendre compte. Et elle lui loua M. de Nemours avec un certain air qui donna à Madame de Chartres la même pensée qu'avait eue le chevalier de Guise. Le lendemain, la cérémonie des noces se fit. Madame de Clèves y vit le duc de Nemours avec une mine et une grâce si admirables qu'elle en fut encore plus surprise. Les jours suivants, elle le vit chez la reine dauphine, elle le vit jouer à la paume avec le roi, elle le vit court à la bague, elle l'entendit parler. Mais elle le vit toujours surpasser de si loin tous les autres et se rendre tellement maître de la conversation dans tous les lieux où il était, par l'air de sa personne et par l'agrément de son esprit, qu'il en fit peu de temps une grande impression sur son cœur. Donc on voit que petit à petit, effectivement, par sa supériorité, il parvient à gagner le cœur de Madame de Clèves. Enfin, une grande impression. Il est vrai aussi que, comme M. de Nemours sentait pour elle une inclination violente, lui il est fou amoureux, qui lui donnait cette douceur et cet enjouement qu'inspirent les premiers désirs de plaire, il était encore plus aimable qu'il n'avait accoutumé de l'être.
de sorte que, se voyant souvent et se voyant l'un et l'autre ce qu'il y avait de plus parfait à la cour, il était difficile qu'ils ne se plussent infiniment. La duchesse de Valentinois était de toutes les parties de plaisir, et le roi avait pour elle la même vivacité et les mêmes soins que dans les commencements de sa passion. Madame de Clèves, qui était dans cet âge où l'on ne croit pas qu'une femme puisse être aimée quand elle a passé 25 ans, regardait avec un extrême étonnement l'attachement que le roi avait pour cette duchesse, qui était grand-mère, et qui venait de marier sa petite-fille. Elle en parlait souvent à Madame de Chartres. « Est-il possible, madame, lui disait-elle, qu'il y ait si longtemps que le roi en soit amoureux? Comment s'est-il pu attacher à une personne qui était beaucoup plus âgée que lui, qui avait été maîtresse de son père et qui l'est encore de beaucoup d'autres, à qui j'ai ouï dire ?» À partir de ce moment-là, Madame de Chartres, pour éduquer sa fille et la rendre plus au courant des affaires de la cour, va raconter l'histoire de Madame de Valentinois. Ce sera la première histoire secondaire du récit.